Nous sommes en 1852, dans le comté d'Augusta, en Virginie. Les vallées verdoyantes, baignées par la rivière Shenandoah, sont d'une beauté trompeuse. Sous cette apparence paisible se cache la réalité brutale des plantations de tabac et de blé, des terres fertiles qui enrichissent une poignée d'hommes et asservissent des milliers d'autres. C'est un monde régi par des codes stricts, où l'honneur d'un homme se mesure à la taille de son domaine et au nombre d'esclaves qu'il possède. Au cœur de cette région se trouve le domaine Blackwood, une immense étendue de terre, dominée par un manoir imposant. Ce domaine est le royaume d'un seul homme, le colonel Thaddeus Blackwood. Son nom est une ombre qui plane sur les champs, un mot murmuré avec crainte dans les quartiers des esclaves, et prononcé avec un respect teinté de peur par les autres propriétaires terriens. Il est le maître absolu, et sa volonté est la seule loi qui compte sur ces terres, une loi écrite avec le sang et la sueur de ceux qu'il considère comme sa propriété. Le colonel Thaddeus Blackwood, à 55 ans, était un homme dont la cruauté était devenue une légende. Grand et droit, avec un visage sévère que le temps avait gravé de lignes dures, il ne montrait jamais la moindre parcelle de chaleur. Son pouvoir ne reposait pas seulement sur sa richesse, mais sur la peur méticuleusement orchestrée qu'il inspirait. Chaque punition était un spectacle, chaque humiliation, une leçon destinée à briser les esprits. Mais derrière cette façade de contrôle absolu, se cachait une obsession qui le rongeait, l'absence d'un héritier mâle. Il voyait cette incapacité à perpétuer son nom comme la seule faille dans son empire, une faiblesse insupportable qu'il imputait entièrement à sa femme, Éléonore. Chaque jour, son mépris pour elle grandissait, se transformant en une cruauté psychologique subtile mais dévastatrice. Pour le colonel, un homme sans fils haine était qu'un roi sans royaume futur, et cette frustration alimentait sa méchanceté quotidienne, faisant de lui un monstre aux yeux de tous ceux qui vivaient sous son joug. L'histoire commence par une nuit d'orage, où le vent et la pluie fouettaient le domaine Blackwood. Tandis que les rires et la musique échappaient du grand salon où le colonel donnait une réception somptueuse pour elle, élite locale, une jeune esclave nommée Elara luttait seule contre les douleurs de l'enfantement. Sur ordre direct de Thaddeus, elle avait été jetée dans l'aile, étable, abandonnée sur le sol froid et humide, parmi les animaux. Ce n'était pas de la négligence, mais un acte de déshumanisation calculé, une démonstration de pouvoir, pour rappeler à tous que la vie d'un esclave ne valait pas plus que celle d'une bête. Le colonel voulait qu'elle souffre, qu'elle donne naissance dans la saleté, loin de toute aide ou compassion. Le contraste était saisissant. À l'intérieur, le luxe, la chaleur et la société raffinée. À l'extérieur, dans l'obscurité, une femme seule donnant la vie dans les conditions les plus abjectes, un spectacle cruel orchestré par le maître des lieux. Cette histoire ne fait que commencer, et le pire est encore à venir. Si vous voulez découvrir comment un acte de cruauté aussi extrême a pu se retourner contre son auteur, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo, et de nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce début. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces récits puissants. À l'intérieur du grand manoir, loin du bruit de la tempête et des cris étouffés de elle, étable, se trouvait Éléonore Blackwood. À 40 ans, elle était l'incarnation d'une beauté fragile, une fleur délicate préservée sous une cloche de verre. Sa vie était une succession de journées silencieuses, passées à superviser les serviteurs, à broder dans des salons froids et à jouer le rôle de Lao, épouse parfaite du colonel. Mais sous les robes de soie et les sourires forcés se cachait une femme brisée par des années de mépris. Chaque regard de son mari était un rappel de son échec, de son incapacité à lui donner l'héritier mâle qu'il désirait plus que tout. Elle était une reine dans un royaume où elle n'avait aucun pouvoir, une prisonnière dans sa propre maison dorée. Son existence était définie non pas par ce qu'elle était, mais par ce qu'elle n'avait pas pu offrir. Et ce vide était un gouffre que son mari creusait un peu plus chaque jour, avec une cruauté méthodique et silencieuse, qui la laissait sans souffle. Le conflit entre Éléonore et le colonel Thaddeus Blackwood n'était pas fait de cris et de disputes ouvertes. Était une guerre psychologique, une torture lente et raffinée. Thaddeus ne la frappait jamais, mais ses mots étaient des lames acérées. En public, il la traitait avec une courtoisie glaciale, la présentant comme sa délicate Éléonore. Une façade qui trompait les invités mais qui, pour elle, était la pire des humiliations. En privé, il la rabaissait constamment, la qualifiant de terre stérile, d'inutile, une simple décoration pour son domaine. Il lui rappelait sans cesse que le nom des Blackwood éteindrait à cause d'elle, une faute impardonnable dans leur monde patriarcal. Chaque dîner, chaque conversation était une occasion pour lui de souligner sa défaillance. Il la blâmait pour le silence dans les chambres d'enfants, pour l'absence de rire dans les couloirs, transformant leur maison en un mausolée de ses espoirs déçus.
dont elle était la gardienne coupable et silencieuse. Ce soir-là, alors que la réception battait son plein, Éléonore se tenait près de la grande cheminée, un verre de vin à la main, le visage figé dans un masque de sérénité. Elle observait son mari, qui trônait au centre du salon, racontant des histoires de chasse à un cercle d'admirateurs. Il était dans son élément, puissant, charismatique, le maître incontesté de son univers. Personne ne voyait la noirceur qui se cachait derrière ses yeux. Pour tous, il était le colonel Blackwood, un homme de poigne et de principe. Pour elle, il était le geôlier de son âme. La musique, les rires, les conversations animées des invités formaient une cacophonie qui accentuait son isolement. Elle se sentait comme un fantôme au milieu des vivants, une spectatrice de sa propre vie. Elle ignorait encore que son mari s'apprêtait à orchestrer le plus grand acte d'humiliation de sa vie, non pas dans l'intimité de leur chambre, mais devant toute l'élite du comté d'Augusta. Soudain la porte du salon s'ouvrit brusquement, faisant taire la musique et les conversations. Le colonel Thaddeus se tenait sur le seuil, un sourire cruel aux lèvres. Dans ses bras, enveloppé dans une couverture grossière, se trouvait un nouveau-né, son petit corps frêle contrastant avec la stature imposante de l'homme. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Thaddeus traversa la pièce, ses bottes résonnant sur le parquet, et s'arrêta devant sa femme. D'une voix forte et moqueuse, pour que tous entendent, il déclara. « Ma chère Éléonore, puisque les cieux refusent de nous bénir, j'ai décidé de vous offrir un petit cadeau pour combler votre vide. Un petit animal de compagnie, tout juste sorti du ventre de sa mère dans l'étable. » Il lui tendit l'enfant comme on offrirait un objet, un trophée de sa propre cruauté. L'humiliation était totale, publique, et conçue pour la détruire. Il voulait la voir s'effondrer, pleurer, admettre sa défaite devant tous. Les invités restèrent figés, choqués par une telle cruauté, même dans une société habituée à la déshumanisation des esclaves. Les visages étaient pâles, les regards détournés, personne n'osant croiser le regard du colonel, ni celui de sa femme. Éléonore resta immobile pendant un long moment, le visage impassible. Thaddeus savourait son triomphe, certain de l'avoir enfin brisé. Mais alors que le silence éternisait, le bébé, réveillé par le froid et le bruit, laissa échapper un cri perçant. Ce n'était pas le cri d'un animal, mais le cri puissant et désespéré d'un être humain luttant pour la vie. Ce son sembla traverser Éléonore, brisant la glace qui entourait son cœur depuis des années. Quelque chose changea dans son regard. La douleur et la honte firent place à une lueur étrange, une détermination froide et insoupçonnée. Le plan du colonel venait de prendre une tournure qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il pensait avoir signé sa soumission, mais il venait en réalité de forger l'arme de sa propre destruction. Le silence qui suivit le départ des invités était plus lourd que n'importe quel cri. La musique était tue, les rires étaient évanouis, ne laissant que le crépitement du feu dans la cheminée et le bruit de la pluie contre les fenêtres. Le colonel Thaddeus Blackwood se tenait au milieu du salon, le visage impénétrable. Sa fureur n'était pas explosive, mais glaciale, calculatrice. Il regardait sa femme, Éléonore, qui tenait le petit Nathaniel contre elle, comme si elle protégeait une flamme fragile. Il avait voulu la briser publiquement, mais elle avait retourné son humiliation en un acte de défi. Il ne pouvait pas revenir en arrière, pas devant les témoins les plus influents du comté. L'héritier avait été proclamé. Alors, au lieu de la détruire d'un seul coup, il décida de la démanteler pièce par pièce, jour après jour. Son esprit sadique se mit immédiatement au travail, imaginant une punition bien plus cruelle qu'une simple correction physique. Il allait transformer sa victoire apparente en une torture quotidienne, un enfer domestique dont il serait le seul maître. Avec un calme terrifiant, Thaddeus s'approcha d'Éléonore. Il ne la regarda pas, ses yeux fixés sur l'enfant. D'une voix dénuée de toute émotion, il annonça sa décision. Puisqu'elle désirait tant un fils, il allait lui en donner un. Il officialiserait le rôle d'Élara, la mère biologique, comme nourrice de l'enfant. Elle serait transférée des champs à la grande maison, où elle pourrait s'occuper de son fils jour et nuit. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu passer pour un acte de clémence, une concession inattendue. Mais Éléonore et Élara, qui fut amenée dans la pièce peu après, comprirent immédiatement la nature du piège. Il ne les séparait pas. Il les enfermait ensemble dans une cage dorée. Il les plaçait sous sa surveillance constante, transformant le lien le plus naturel du monde, celui d'une mère et de son enfant, en un instrument de contrôle et de souffrance. Il leur donnait ce qu'elles voulaient, mais à un prix qui allait les consumer. Les règles de ce nouvel arrangement furent énoncées avec une précision chirurgicale. Élara avait le droit de nourrir Nathaniel, de le laver, de le changer et de veiller sur son sommeil. Cependant,
Il lui était formellement interdit de lui montrer la moindre affection qui dépasserait le cadre de ses fonctions. Pas de baisers, pas de câlins superflus, pas de mots tendres murmurés en secret. Elle devait s'adresser à son propre fils en l'appelant Maître Nathaniel, en présence de quiconque. Plus important encore, elle ne devait jamais, sous aucun prétexte, lui révéler qu'elle était sa mère. La punition pour toute infraction était simple et sans appel. Elle serait vendue immédiatement à une plantation de canne à sucre en Louisiane, un sort pire que la mort, et ne reverrait jamais son fils. Pour Elara, était un supplice inimaginable. Elle pouvait voir, toucher et sentir son enfant chaque jour, mais elle devait agir comme une étrangère, un simple outil au service du confort du jeune maître, reniant son propre sang à chaque instant. Pour Éléonore, le châtiment était d'une nature différente, mais tout aussi dévastateur. Elle était devenue l'actrice principale d'une pièce macabre, écrite et mise en scène par son mari. Elle devait jouer le rôle de la mère aimante devant la société, organisant des réceptions pour présenter son héritier miracle, acceptant les félicitations avec un sourire figé. En privé, Thaddeus ne manquait jamais une occasion de lui rappeler la vérité. Il se plaisait à lui dire que le sang d'un esclave coulait dans les veines de celui qu'elle appelait son fils, que chaque baiser qu'elle posait sur son front était un mensonge. Il la forçait à élever l'enfant comme un futur maître de plantation, lui enseignant les codes d'un monde qui avait asservi sa véritable mère. Éléonore était prise au piège de son propre acte de courage. Elle avait sauvé la vie du bébé, mais elle était désormais condamnée à vivre dans un mensonge permanent, sous le regard moqueur de l'homme qu'elle avait défié. Les jours se transformèrent en une épreuve de chaque instant pour les deux femmes. La grande maison de Blackwood devint un théâtre de silence et de regards furtifs. Elara apprenait à communiquer son amour pour Nathaniel par des gestes imperceptibles. La manière dont elle ajustait sa couverture, la douceur avec laquelle elle préparait son repas, une fraction de seconde où son regard s'attardait sur son visage endormi. Éléonore, de son côté, apprenait à décrypter le langage silencieux d'Elara, comprenant la douleur derrière le masque de soumission. Le colonel se délectait de ce spectacle. Il observait ces deux prisonnières, savourant leur souffrance. Il avait créé un écosystème de cruauté parfait, où chaque journée était une nouvelle humiliation, chaque interaction un rappel de son pouvoir absolu. Il était convaincu de les avoir brisées, d'avoir transformé leur alliance naissante en une source de tourments mutuels. Il croyait avoir gagné, les ayant piégés dans une situation sans issue. Un après-midi, alors que Nathaniel, âgé à peine 2 ans, apprenait à marcher dans le jardin, il trébucha et tomba. Son premier réflexe fut de tendre les bras vers la silhouette, qui était toujours là pour lui, celle qui le nourrissait et le calmait, et un mot, échappa de ses lèvres pour la première fois, « Maman !» en regardant droit vers Elara. Le temps sembla s'arrêter. L'instinct d'Elara la poussa à se précipiter, à prendre son enfant dans ses bras. Mais, son corps se figea. À l'ombre du porche, le colonel se tenait là, immobile, un léger sourire aux lèvres. Il attendait. Il attendait qu'elle fasse un faux pas, qu'elle cède à son cœur de mère pour pouvoir la détruire. Ce fut Éléonore qui réagit. Se jetant au sol, elle prit l'enfant en pleurs dans ses bras, le couvrant de baisers, et murmurant. « Je suis là. Mon fils, maman est là. » La tension est presque insupportable, n'est-ce pas? Si vous voulez savoir comment elles ont survécu à cet enfer, pensez à vous abonner et à laisser un like. Les années passèrent, et la façade devint une routine bien huilée. Nathaniel grandissait en croyant qu'Éléonore était sa mère aimante, et qu'Elara, était que sa fidèle nourrice. Le piège que Thaddeus avait tendu semblait parfait, sans la moindre fissure. Il avait réussi à imposer sa volonté, à transformer un acte de rébellion en une démonstration quotidienne de sa domination. Elara et Éléonore vivaient dans une peur constante, leur alliance secrète forgée non pas dans l'espoir, mais dans une souffrance partagée. Elles étaient à leur point le plus bas, apparemment vaincues par la cruauté méthodique du colonel. Le public, et Thaddeus lui-même, croyaient l'affaire réglée. Personne ne pouvait imaginer que dans l'ombre de cette prison psychologique, les deux femmes ne faisaient pas que survivre. Elles attendaient. Elles apprenaient. Et elles transformaient lentement et patiemment le plus grand instrument de leur humiliation en l'arme de leur future vengeance. Au-delà de la peur et de la soumission apparente, un changement imperceptible commença à s'opérer dans les couloirs silencieux du manoir Blackwood. Les premières années du plan cruel du colonel se déroulèrent comme il l'avait prévu. La maison était un royaume de tension, où chaque geste était surveillé, chaque mot pesé. Éléonore et Elara, les deux mères de Nathaniel, ne communiquaient que par des regards furtifs, des expressions fugaces qui en disaient long sur leur souffrance partagée. Pour Thaddeus,
ce spectacle était une source de satisfaction infinie. Il voyait 2 femmes brisées, piégées dans la toile qu'il avait tissée. Il ne pouvait pas voir que dans ce silence oppressant, leur douleur commune ne les divisait pas, mais soudait les fondations d'une alliance plus solide que la pierre. Elles n'étaient pas seulement 2 prisonnières partageant une cellule. Elles devenaient lentement des complices, apprenant à lire dans les yeux l'une de l'autre la promesse d'une résistance future. Le jour où le jeune Nathaniel avait appelé Elara maman fut le véritable catalyseur. Cet incident, qui aurait dû sceller la victoire du colonel en prouvant le danger de leur proximité, produisit l'effet inverse sur Éléonore. Cette nuit-là, seule dans sa chambre froide, elle comprit que survivre ne suffisait plus. La peur qui l'avait paralysée pendant des années se mua en une fureur glaciale et déterminée. Elle cessa de voir Elara comme un rappel constant de son humiliation et commença à la percevoir pour ce qu'elle était réellement, la seule autre personne au monde qui aimait cet enfant avec une ferveur inconditionnelle. La maternité, qu'elle soit de sang ou de non, créa un pont indestructible entre elles. L'idée d'une simple survie fut remplacée par une nouvelle ambition, bien plus dangereuse et bien plus audacieuse, celle de la vengeance. Elle ne serait plus une victime passive. Elle deviendrait l'architecte de la chute de son mari. Leur alliance secrète débuta par de petits actes de défiance, des gestes si discrets qu'ils étaient invisibles aux yeux du colonel. Éléonore commença à orchestrer des moments où Elara pouvait être une mère, même pour quelques secondes volées. Elle prétextait une migraine pour laisser Nathaniel plus longtemps sous la surveillance de sa nourrice dans le jardin, à l'abri des regards indiscrets. Elle demandait à Elara de chanter pour endormir l'enfant, non pas comme un ordre, mais comme une permission déguisée. Chaque berceuse était un acte de rébellion, chaque histoire murmurée, une affirmation de l'identité d'Elara. Ces moments étaient des brèches minuscules dans la forteresse de cruauté de Thaddeus, des instants précieux où l'amour maternel pouvait s'exprimer, renforçant la confiance mutuelle entre les 2 femmes. Elles apprenaient à naviguer dans leur prison, transformant les règles imposées en opportunités pour tisser leur propre toile. Tandis qu'Éléonore leur offrait le temps et l'espace, Elara offrait à son fils ses racines et son âme. Elle, éducation secrète de Nathaniel, commença bien avant qu'il ne puisse lire ou écrire. Dans le secret de la nurserie, Elara ne lui chantait pas de simples comptines. Elle lui transmettait les mélodies de ses ancêtres, des chants qui parlaient de rivières lointaines et de la force des anciens. Elle lui racontait des histoires, des contes d'animaux, où le petit et le faible triomphaient du grand et du puissant par l'intelligence et la patience. Nathaniel grandit avec les récits du lapin Brère, qui déjouait constamment les pièges du renard, apprenant ainsi que la véritable force ne résidait pas dans la taille ou la brutalité, mais dans l'esprit. Était une éducation du cœur et de l'âme, un héritage immatériel que le colonel, dans son arrogance, ne pourrait jamais ni comprendre ni détruire. Parallèlement, Éléonore se chargeait de forger l'autre facette de l'arme qu'elle créait. Elle savait que pour démanteler le monde du colonel, Nathaniel devait en maîtriser les codes mieux que quiconque. Éducation formelle du garçon devint sa priorité absolue. Elle lui apprit à lire et à écrire avec une rigueur implacable, lui enseigna les mathématiques, l'histoire et les manières de l'aristocratie terrienne. Mais son plan allait plus loin. Tard dans la nuit, lorsque toute la maison dormait, une seconde salle de classe s'ouvrait. À la lueur d'une bougie, dans la plus grande clandestinité, Éléonore apprit à Elara à lire et à écrire. Était un acte d'une dangerosité extrême, punissable des pires châtiments. Une fois alphabétisée, Elara pouvait renforcer les leçons de Nathaniel, faisant de son éducation un effort constant, mené sur 2 fronts, par les 2 mères unies dans leur mission secrète. Nathaniel devint ainsi un jeune garçon aux multiples facettes, un prodige de la dissimulation. Aux yeux de Thaddeus et de la société, il était l'héritier parfait. Il montait à cheval avec une aisance remarquable, débattait avec des adultes sur des sujets complexes, et affichait une politesse irréprochable. Il était le reflet de l'éducation cave, Éléonore lui donnait publiquement. Mais, en privé, il était une autre personne. Il était le fils d'Elara, celui qui écoutait attentivement les histoires de résilience, qui comprenait la signification d'un regard triste, et qui savait que le silence pouvait être plus lourd de sens que n'importe quel discours. Cette double éducation lui conféra une perspective unique. Il apprenait à penser comme un maître, tout en ressentant avec le cœur d'un esclave, se transformant lentement en l'instrument parfait de la vengeance de ses mères, une créature hybride conçue pour naviguer dans 2 mondes, et les retourner l'un contre l'autre. La transformation d'Éléonore ne se limita pas à elle, éducation de Nathaniel. Sa rage silencieuse était cristallisée en une patience froide et méthodique.
Elle se mit à observer son mari non plus avec la peur d'une victime, mais avec la curiosité d'une naturaliste étudiant une créature venimeuse. Elle mémorisait les noms de ses partenaires commerciaux, prêtait une oreille attentive à ses conversations sur les transactions de terre et les ventes d'esclaves. Chaque fois qu'il laissait traîner un document important sur son bureau, elle en lisait le contenu en secret. Elle commença à amasser des preuves de ses méfaits. Des lettres compromettantes, des registres de comptes falsifiés, des témoignages de sa brutalité notés dans un petit carnet qu'elle cachait au fond de sa boîte à couture. Elle savait que la chute d'un homme comme Thaddeus ne viendrait pas d'une confrontation directe, mais de l'effondrement méticuleusement planifié de l'empire qu'il avait bâti sur des mensonges et de la cruauté. Leur complot faillit être découvert un soir d'automne. Le colonel, de plus en plus méfiant face à l'intelligence précoce de Nathaniel, fit irruption dans la nurserie sans prévenir. Il y trouva une scène qui glaça le sang d'Elara. Elle tenait un livre ouvert, et Nathaniel, à ses côtés, lisait une phrase à voix haute. Leur monde s'effondra, en une fraction de seconde. Le piège allait se refermer. Mais Éléonore, dont l'instinct de survie était désormais aiguisé comme une lame, était préparée à cette éventualité. Elle entra dans la pièce juste derrière son mari, le visage empreint d'un calme souverain. D'une voix posée, elle expliqua que était elle qui avait exigé qu'Elara supervise les leçons de lecture du garçon. Son esprit est si vif, mon cher, il a besoin d'une stimulation constante pour ne pas s'ennuyer, dit-elle, flattant l'ego du colonel en attribuant les dons de l'enfant à la supériorité du sang des Blackwood. Le soupçon de Thaddeus évanoui, remplacé par l'orgueil. La crise était passée, mais elle leur rappela à quel point leur chemin était périlleux. Les années continuèrent de écouler, transformant le jeune garçon en un adolescent, et l'alliance secrète en une machine parfaitement rodée. Éléonore et Elara étaient plus des victimes subissant leur sort. Elles étaient devenues des stratèges, des joueuses d'échecs patientes, avançant leurs pions sur un échiquier dont le colonel ne soupçonnait même pas l'existence. La plantation Blackwood, conçue pour être le théâtre de leur humiliation éternelle, était devenue leur terrain d'entraînement, leur base d'opération. Nathaniel était leur chef-d'œuvre, l'incarnation vivante de leur volonté commune de justice. Le public, et surtout Thaddeus, ne voyait qu'une famille dysfonctionnelle se conformant aux normes de la société. Ils étaient aveugles à la révolution silencieuse qui se préparait dans l'ombre, une tempête qui attendait patiemment le bon moment pour éclater, et tout emporter sur son passage. Alors que Nathaniel atteignait ses 18 ans, le temps de la patience et de la préparation secrète touchait à sa fin. Le jeune homme était devenu tout ce que ses deux mères avaient espéré, une énigme vivante. En public, il était l'héritier charismatique et éduqué du domaine Blackwood, capable de discuter des prix du tabac avec l'assurance d'un propriétaire terrien né. En privé, il portait en lui la sagesse silencieuse d'Elara, une compréhension profonde de la souffrance et de la résilience qui le rendait insondable aux yeux de son père légal. Pour Éléonore, le voir se mouvoir avec une telle aisance dans le monde de son tortionnaire fut le signal qu'elle attendait. L'arme qu'elle avait mis tant d'années à forger était enfin prête. La peur qu'il avait tenue en otage pendant 2 décennies était muée en une détermination froide, comme l'acier. Le temps de la survie était terminé, le temps de la contre-attaque avait sonné, et elle allait orchestrer la chute du colonel avec la même précision méthodique qu'il avait utilisée pour la détruire. Le premier assaut fut silencieux et invisible, visant le cœur de l'empire de Thaddeus, sa fortune. Forte des connaissances accumulées au fil des ans, Éléonore commença à saboter subtilement la gestion du domaine. Elle utilisait Nathaniel comme un instrument inconscient de son plan. Elle lui demandait de transmettre des messages légèrement modifiés au superviseur des champs, inversant des chiffres ou altérant des dates de livraison. Des erreurs de calcul inexplicables commencèrent à apparaître dans les registres. Des expéditions de tabac de première qualité étaient accidentellement vendues au prix de la marchandise de moindre valeur. Le colonel, aveuglé par son arrogance, ne soupçonna jamais sa femme. Il voyait ces incidents comme la preuve de l'incompétence de ces hommes, ce qui le poussait à des accès de rage et à des punitions encore plus sévères, créant un climat de ressentiment et de peur qui ne faisait qu'aggraver le chaos. Il pensait resserrer son emprise, alors qu'en réalité, il sciait la branche sur laquelle il était assis, affaiblissant les fondations de son propre royaume. Parallèlement à ce sabotage économique, Éléonore se lança dans la phase la plus périlleuse de son plan, la collecte de preuves tangibles. Elle savait que pour anéantir un homme comme Thaddeus, il ne suffisait pas de le ruiner. Il fallait détruire sa réputation, son héritage, l'image même de l'homme de principe qu'il projetait. Les nuits où le colonel s'endormait, ivre de whisky et de son propre pouvoir, elle se glissait hors de son lit. Le cœur battant, à la lueur d'une unique bougie,
Elle forçait la serrure de son bureau. Elle y passait des heures, les mains tremblantes, à photographier mentalement le contenu de ses registres secrets, à la recherche de transactions frauduleuses, de ventes d'esclaves illégales ou de correspondances compromettantes. Chaque document qu'elle parvenait à copier et à cacher dans le double fond de sa boîte à couture était une pierre de plus ajoutée à la tombe qu'elle creusait pour son mari. Elle risquait la mort à chaque instant, mais la promesse de la vengeance était un carburant plus puissant que la peur. Et Lara, de son côté, jouait un rôle tout aussi vital, mais sur un autre front. Elle était devenue les yeux et les oreilles d'Éléonore dans les quartiers des esclaves. Sa position de nourrice lui donnait un accès privilégié à la grande maison. Mais son âme appartenait toujours à la communauté qu'elle avait été forcée de quitter. Les autres esclaves, qui la voyaient comme une figure de confiance, lui confiaient les murmures et les secrets qui circulaient dans l'ombre. Elle apprenait tout. Les brutalités non rapportées du colonel, ses accords secrets avec des marchands d'esclaves peu scrupuleux, les noms des familles qu'il avait déchirées par pure cruauté. Chaque soir, sous prétexte de discuter des besoins de Nathaniel, elle transmettait ces informations à Éléonore. Ces récits de souffrance renforçaient la détermination d'Éléonore et fournissaient des témoignages humains qui donneraient un poids moral écrasant aux preuves financières qu'elle rassemblait. Leur alliance était devenue une véritable machine de renseignement, opérant sous le nez du tyran. Le piège se refermait lentement, et l'arrogance du colonel était leur meilleur allié. Éléonore avait appris à manipuler son orgueil avec une habileté diabolique. Elle jouait son rôle d'épouse soumise et admirative à la perfection, le flattant sur son sens des affaires et sa poigne de fer. Un soir, lors d'un dîner, elle lui suggéra avec une fausse naïveté d'investir massivement dans une nouvelle variété de coton, dont elle avait secrètement appris, par le biais d'Elara, qu'elle était totalement inadaptée au sol de Virginie. « Un homme de votre stature doit toujours être à l'avant-garde, mon cher, » lui murmura-t-elle. Piqué au vif et désireux de prouver une fois de plus son génie, Thaddeus se lança tête baissée dans ce projet désastreux, y engloutissant une part considérable de sa fortune. Il était tellement convaincu de sa propre infaillibilité, qu'il ne vit jamais la main qui le poussait doucement vers le précipice. Si vous êtes aussi impatient que nous de voir le colonel payer pour ses crimes, n'oubliez pas de laisser un like pour nous encourager à continuer. La pièce maîtresse de leur vengeance, l'arme qui allait porter le coup de grâce, fut découverte par Éléonore au plus profond de l'hiver. En fouillant dans de vieilles malles stockées au grenier, à la recherche de couvertures supplémentaires, sa main tomba sur un petit coffret en bois qu'elle n'avait pas vu depuis des années. À l'intérieur, enveloppé dans un morceau de soie jaunie, se trouvait une série de lettres d'un apothicaire de Richmond, ainsi qu'une vieille fiole contenant les résidus d'une teinture sombre. Les lettres détaillaient, avec une précision médicale glaçante, les instructions du colonel pour la préparation d'un remède, destiné à réguler les humeurs de sa femme. Éléonore comprit alors avec une horreur absolue. Les tisanes amères que son mari l'avait forcée à boire pendant les premières années de leur mariage, sous prétexte de renforcer sa santé, étaient en réalité des potions conçues pour la rendre stérile. Ce N n'était pas son corps qui avait failli, était lui. Il l'avait empoisonné, puis avait passé le reste de sa vie à la punir pour une stérilité qu'il avait lui-même orchestrée. Avec cette preuve ultime entre ses mains, le puzzle de la vengeance était complet. Éléonore possédait désormais tout ce dont elle avait besoin. Les preuves de sa fraude financière, les témoignages de sa cruauté, et le secret monstrueux de sa propre stérilité provoquée. Toutes les pièces étaient en place sur elle, échiquier, prêtes pour le mat final. Pendant ce temps, le colonel Thaddeus Blackwood restait totalement inconscient du danger. Il voyait son domaine vaciller, mais attribuait ses malheurs à la malchance et à l'incompétence de ses subalternes. Il regardait sa femme, si soumise et effacée, et ne voyait qu'un meuble décoratif. Il regardait Nathaniel, cet héritier qu'il méprisait, et ne voyait qu'un rappel de son humiliation passée. Il ne pouvait pas imaginer que ces deux femmes, qu'il croyait avoir écrasées sous sa botte, étaient les architectes de sa ruine imminente. La tempête qu'elles avaient nourrie en secret pendant près de 2 décennies était enfin sur le point d'éclater, prête à balayer son monde de haine et de mensonges. Le moment de la confrontation arriva par une soirée froide de fin d'automne, dans la chambre où le colonel Thaddeus Blackwood vivait ses dernières heures. La maladie avait ravagé son corps puissant, le réduisant à une silhouette frêle et décharnée sous les lourdes couvertures, mais ses yeux brillaient encore de la même lueur cruelle et dominatrice. Il avait fait venir son avocat, Maître Peters, ainsi que 2 propriétaires terriens influents du comté pour servir de témoins. L'air dans la pièce était lourd, imprégné de l'odeur de la maladie et de la tension palpable. Thaddeus, même affaibli, préparait son dernier acte de tyrannie, un coup final destiné à effacer l'affront qu'il avait subi pendant près de 20 ans.
Il était convaincu que, même depuis son lit de mort, sa volonté resterait la seule loi sur ce domaine. Il allait détruire Nathaniel, Éléonore et tout ce qu'ils avaient construit, s'assurant que son héritage de haine perdurerait bien après lui. Avec une voix qui, était plus qu'un murmure rauque mais chargé de venin, le colonel dicta ses dernières volontés à l'avocat. Il révoquait tous les testaments précédents et déclarait son intention de léguer l'intégralité du domaine Blackwood et de sa fortune à un neveu éloigné qu'il avait à peine rencontré. Puis vint le coup de grâce, prononcé avec une satisfaction sadique. Il désigna spécifiquement Nathaniel, non pas comme son fils, mais comme un bien meuble, une propriété acquise, et ordonna qu'il soit vendu avec le reste du bétail après sa mort. Il fixa Éléonore, un sourire triomphant étirant ses lèvres blêmes, certain de lui infliger l'humiliation suprême. Il la voyait enfin brisée, vaincue, contrainte d'assister à la destruction de celui qu'elle avait protégé. Les témoins se raclèrent la gorge, mal à l'aise mais résignés à la volonté d'un homme puissant, tandis que Maître Peters trempait sa plume dans l'encrier pour officialiser cet acte de cruauté ultime. Alors que la plume de l'avocat s'approchait du papier, une voix calme, mais d'une fermeté d'acier coupa le silence. Ce testament ne sera pas signé. Tous les regards se tournèrent vers Éléonore. Elle se tenait droite près de la cheminée, non plus comme une ombre fragile, mais comme une figure de justice implacable. Son visage était un masque de détermination froide, ses yeux ne contenant plus la moindre trace de peur. Pendant 20 ans, elle avait joué le rôle de Laël, épouse soumise, une performance si convaincante que personne, et surtout pas son mari, n'aurait pu deviner la fournaise qui brûlait en elle. Sa transformation soudaine était si spectaculaire qu'elle figea tout le monde sur place. Thaddeus essaya de se redresser dans son lit, une expression de choc et d'incrédulité déformant ses traits. Il avait toujours cru la contrôler entièrement, mais la femme qui se tenait devant lui était une étrangère, une ennemie dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Éléonore s'avança lentement vers le lit, tenant dans ses mains une liasse de documents qu'elle posa sur la table. D'une voix méthodique, elle commença à exposer la première partie de sa vengeance. Elle présenta les livres de comptes falsifiés, les copies de lettres prouvant des transactions illégales et des investissements désastreux qu'elle l'avait subtilement encouragé à faire. Elle expliqua, avec une clarté dévastatrice, comment le grand empire Blackwood était plus qu'une coquille vide, rongée par les dettes et la mauvaise gestion. Votre fortune, mon cher mari, celle que vous essayez si désespérément de léguer, n'existe pratiquement plus, déclara-t-elle. Les témoins échangèrent des regards stupéfaits. L'image de Thaddeus en tant que génie des affaires, en tant que patriarche tout-puissant, venait de s'effondrer en quelques phrases, le réduisant à un vieil homme ruiné, essayant de marchander avec des fantômes. Sans laisser à personne le temps de réagir, elle enchaîna avec la destruction de sa réputation. Elle sortit un petit carnet et commença à lire, d'une voix dénuée d'émotion, les témoignages qu'Elara avait recueillis au fil des ans. Elle nomma les esclaves battus à mort pour des fautes imaginaires, les familles séparées et vendues par pur caprice, les actes de brutalité indicibles qui constituaient le véritable héritage du colonel. Elle ne racontait pas seulement des crimes, elle redonnait un nom et une histoire à chacune de ses victimes. Le respect mêlé de crainte que les témoins éprouvaient pour Thaddeus se mua en un dégoût palpable. Il était plus le maître respecté du comté d'Augusta, mais un monstre dont la cruauté était enfin exposée à la lumière crue de la vérité. Son honneur, la seule chose qui lui restait, se dissolvait dans l'air vicié de la chambre. Enfin, Éléonore sortit de sa poche le petit coffret en bois. Elle l'ouvrit, et en tira les lettres jaunies de l'apothicaire. Elle les lut à voix haute, chaque mot décrivant avec une précision clinique, les remèdes destinés à la rendre stérile. Le silence dans la pièce devint absolu, si profond qu'on aurait pu entendre un cœur battre. Elle leva les yeux des lettres, et fixa son mari mourant. « Pendant 20 ans vous m'avez humilié, vous m'avez traité de terre stérile, dit-elle, sa voix tremblant pour la première fois, non pas de faiblesse, mais d'une rage contenue pendant des décennies. Mais ce était pas moi la cause de notre malheur. Était vous. Vous m'avez empoisonné pour ensuite me punir de votre propre crime. Le plan diabolique du colonel est enfin révélé. Si vous pensez que la justice doit être rendue, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. » Le coup de grâce fut porté avec une logique juridique implacable. Éléonore se tourna vers l'avocat et les témoins. « Ce Nouveau Testament est sans valeur, affirma-t-elle. Car il y a près de 20 ans, devant l'aile, élite de ce comté, le colonel Blackwood a lui-même présenté cet enfant. Et moi, son épouse, je l'ai publiquement déclaré comme notre fils et unique héritier.
personne ne s'y est opposé. Cet acte, validé par des dizaines de témoins, a créé un contrat social et légal, que nul ne peut aujourd'hui rompre, pas même lui. Maître Peters baissa lentement sa plume, comprenant la validité de son argument. Le piège était parfait. Thaddeus, piégé dans son corps mourant, ne pouvait que regarder, impuissant, son dernier acte de haine se retourner contre lui. Il essaya de crier, de protester, mais seul un gargouillis rauque sortit de sa gorge. Son empire, sa réputation, son nom, tout venait dit, être anéanti par la femme qu'il avait méprisée toute sa vie. Il était totalement et irrémédiablement vaincu. Après la mort du colonel Thaddeus Blackwood, un silence nouveau s'installa sur le domaine, un silence non plus de peur, mais d'attente. Nathaniel, désormais légalement maître des lieux, ne perdit pas un instant. Le lendemain matin, il convoqua tous les esclaves sur la pelouse devant le grand manoir, à l'endroit même où tant de punitions avaient été infligées. À ses côtés se tenaient Éléonore et Elara, non plus comme une maîtresse et sa servante, mais comme deux reines sur leur échiquier. D'une voix claire et ferme, qui portait l'autorité de son éducation et la compassion de ses racines, Nathaniel prononça son premier et unique ordre en tant que maître. Il déchira symboliquement les registres d'esclaves, et déclara l'affranchissement immédiat et inconditionnel de chaque homme, femme et enfant de la plantation. Pour la première fois depuis des générations, les larmes qui coulèrent sur les visages des habitants de Blackwood End étaient pas des larmes de douleur, mais des larmes d'une liberté inimaginable, acquise non pas par la fuite, mais par une justice poétique et implacable. La transformation du domaine Blackwood fut radicale et rapide. Ce qui avait été une machine de production basée sur la souffrance devint un projet communautaire sans précédent dans la Virginie de Mel, époque. Sous la direction de Nathaniel, et avec la sagesse d'Elara et les compétences administratives d'Éléonore, la plantation fut démantelée pour renaître. Les quartiers des esclaves furent rénovés pour devenir des maisons familiales dignes. Les champs de tabac, symbole de l'oppression, furent en partie convertis à des cultures vivrières pour nourrir la communauté, le reste étant cultivé par des travailleurs désormais salariés, libres de rester ou de partir. L'ancien manoir lui-même fut transformé, ses salons luxueux, devenant des salles de classe où Éléonore et Elara enseignaient à lire et à écrire aux enfants comme aux adultes. Blackwood devint un phare d'espoir et d'autonomie, une île de liberté dans un océan d'esclavage, prouvant que l'héritage d'une terre n'est pas gravé dans la pierre, mais dans les actions de ceux qui l'habitent. Le trio qui avait orchestré cette révolution silencieuse trouva enfin la paix. Nathaniel ne fut jamais un maître, mais un leader, respecté non pas pour son nom, mais pour sa justice. Il reconnut publiquement Elara comme sa mère, lui offrant la dignité et l'amour qui lui avaient été volés pendant si longtemps. Elara, enfin libre, devint la matriarche de la nouvelle communauté, sa force tranquille et sa sagesse guidant les décisions de tous. Quant à Éléonore, elle découvrit un but bien plus grand que celui de simple épouse d'un propriétaire terrien. Elle se dévoua à l'éducation, trouvant dans la transmission du savoir une rédemption et une joie qu'elle n'avait jamais connue. Les trois âmes, unies par un acte de cruauté, avaient transformé leur prison en un sanctuaire. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like, et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. Votre soutien est essentiel, pour nous permettre de continuer à partager ces récits. L'histoire du domaine Blackwood devint une légende murmurée dans les plantations de toute la Virginie, un conte d'espoir et de vengeance qui défiait l'ordre établi. Elle laissait une leçon morale puissante et éternelle. La véritable force ne se trouve jamais dans la brutalité de l'oppresseur mais dans la résilience, l'intelligence et l'amour indéfectible de ceux qu'il cherche à écraser. Le colonel Thaddeus Blackwood, dans sa quête obsessionnelle d'un héritage de sang et de pouvoir, avait lui-même forgé l'instrument de sa propre destruction. Son acte de déshumanisation le plus abject, celui d'offrir un bébé comme un animal de compagnie, fut la graine qui fit germer sa chute. L'héritage final de Blackwood ne fut pas celui d'un tyran, mais celui de deux mères, l'une de sang et l'autre de nom, qui prouvèrent que l'amour et le courage, lorsqu'ils s'unissent, peuvent démanteler de l'intérieur même les empires de haine les plus solidement bâtis.